Sophie et Jean-Phi forment un couple de quadragénaires vivant à Paris. Ils ont un enfant en bas âge, et comme leur couple traverse des difficultés, Sophie convainc Jean-Phi de partir quelques jours en voyage en Italie. Voyage en Italie est le dernier film de Sophie Le Tourneur, une réalisatrice que je considère comme ma réalisatrice française actuelle préférée. Je trouve tous les films que j'ai vus d'elle absolument géniaux. À l'instar de Voyage en Italie, ils partent tous d'un synopsis assez simple pour explorer des thèmes communs à tous avec énormément d'originalité. Les films de Le Tourneur ne ressemblent à rien d'autre qui se fait en France. Voyage en Italie se distingue de tous les autres films que j'ai pu voir cette année par son approche naturaliste du cinéma, sa volonté de coller au réel, mais également par son humour burlesque et absurde, et surtout par sa représentation du couple, de ce que ça fait de rester longtemps avec un corps jusqu'à ce qu'il nous devienne familier. Pour commencer, je pense que le meilleur argument pour vous convaincre de regarder une comédie, c'est qu'en effet, le film est très drôle. L'humour passe par différents moyens. Premièrement, par les répliques des personnages et la façon dont elles sont dites. J'insiste bien sur ce point car ce n'est pas anodin quant à la façon dont le film a été réalisé, mais on en reparlera dans la partie 3. Sophie parle d'une manière très nonchalante, ce qui me rappelle un certain rappeur canet, alors que Jean-Phi est mou, passant son temps à se plaindre jusqu'à se faire une entorse la veille du départ, sans aucune raison apparente. Sophie dit d'ailleurs que c'est limite fait exprès. Les deux personnages s'expriment de manière réaliste mais drôle, et on entend très souvent dans le film des phrases absurdes ou à double sens, ce qui ajoute une dimension comique aux scènes. Cela passe également par des détails, comme les dynamiques entre les personnages, je pense notamment aux très nombreuses fois où Jean-Phi essaye de parler italien aux locaux pour impressionner sa compagne. Tout ce qui est très ancien. Buongiorno. Buongiorno. Sono immobilizzato come il Possibilité de mangiare. Ça. Super, super, super. Perfetto. Il n'y a plus d'eau chaude, hein. Pour 2 personnes. Qui dit cinéma dit image, donc il y a évidemment énormément de gags visuels. Les tenues de Jean-Phi qui paraissent parfois complètement ridicules, son dos rempli de sueur en arrivant à l'hôtel, ou encore des blagues assez triviales, comme une certaine partie de ses statues, qui est brûlante d'après Sophie. L'humour est aussi apporté tout simplement par le jeu des acteurs, comme dans la scène où Jean-Phi sort de l'eau en panique car Sophie est au téléphone avec les personnes qui gardent leur enfant. Ah merde, j'ai un message de ma mère. Ah bon? Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde. Quoi? Merde. Le montage contribue également à l'humour du film, avec la musique qui se coupe parfois de manière abrupte et des raccords assez discrets lors du premier visionnage mais qui deviennent très marrants au second. Il y a aussi des séquences entières, comme celle où Sophie conduit et doit sans cesse retirer et remettre ses lunettes de soleil à cause de nombreux tunnels, et la scène est rythmée par ses gestes. On peut également penser que cette scène, c'est l'une des façons pour Sophie Le Tourneur de rythmer son film et d'agir en tant que réalisatrice, même quand elle est actrice. Énormément de comiques de situation sont créés par les imprévus qui surviennent à tous en vacances. Par exemple, Sophie qui donne sa voiture à garer à un inconnu et la réaction de Jean-Phi qui s'ensuit. Le fait que le volcan proche de leur hôtel produise une odeur très forte de soufre, ou encore des situations bien plus ordinaires, comme le fait de faire un long trajet pour réaliser que le lieu de destination est tout simplement fermé. Ces éléments, en plus d'être très drôles car cocasses, permettent de nous identifier à ce couple. Quiconque est déjà parti en vacances à deux sait à quel point les imprévus sont inévitables et constituent finalement les souvenirs les plus mémorables de ces vacances. C'est un parking privé et je lui ai filé la voiture et regarde, il m'a donné ce papier, faut pas le perdre. C'est qui ce mec? Quoi? Je sais pas, un mec qui habite là, de Milazzo, qui a un garage, il va voir les touristes et il prend leur voiture pour les garer. Tu lui as donné la clé? Bah oui, s'il a besoin de bouger la voiture dans son parking. Mais c'était qui ce mec? Bah un mec, je sais pas moi, un mec... Tu shorts sur on s'est fait piquer la bagnole. Mon premier argument pour vous inviter à voir ce film serait donc qu'il est drôle, qu'il ne dure qu'1h31 et je pense que, bien qu'il soit bien plus qu'une simple comédie de vacances, et je vais développer dans les parties suivantes, il peut être accessible à peu près tout le monde. C'est le genre de film qu'on pense regarder simplement pour rire, mais dont on termine le visionnage avec énormément de réflexion. Ici sur la manière dont se constitue le couple, comment l'intimité et le rapport au corps de l'autre évoluent au fil du temps. Le film se montre radical dans sa représentation du couple. Durant la majeure partie de son existence au cinéma, le couple a été montré sous son côté dramatique, lorsqu'il produit des événements comme tomber amoureux, faire un enfant, se détruire, puis rompre. Ici, Sophie et Jean-Phi sont en couple, et bien que l'on déduise qu'ils le sont depuis quelques années car ils ont un enfant, on n'en sait pas plus. On n'assiste ni au début, ni à la fin du couple, comme on l'a trop souvent vu au cinéma. On arrive à un moment de leur histoire, puis on repart à un autre. Entre ces deux moments, il ne s'est rien passé de dramatique, seulement du quotidien, de l'ordinaire, des détails. Mais seuls les détails comptent, comme le dit Jean-Phi dans la deuxième partie du film. Tout ça n'a aucun intérêt. Mais si en même temps... Leur familiarité est flagrante dans le film. Comme toutes les personnes en couple depuis des années, ils se connaissent par cœur, et la présence de l'un est devenue habituelle et familière à l'autre. Cette représentation passe par des détails, il arrive très souvent qu'ils marchent dans la rue sans se regarder, sans se parler, comme on peut se permettre d'apprécier le silence avec quelqu'un que l'on connaît très bien et avec qui on est à l'aise.
La façon dont ils réagissent aux paroles et aux manières de l'autre montre à quel point ils se connaissent. Il y a le silence et le sourire de Sophie, après que Jean-Phi ait parlé de l'Espagne et de l'Union Européenne, comme s'il avait l'habitude de parler de ce sujet. Il y a encore le silence de cette dernière lorsqu'il lui demande si on a le droit de garer la voiture ici. Parfois, on a l'impression qu'ils se parlent à eux-mêmes, mais avec l'autorisation pour l'autre d'assister à ses réflexions. Répondre n'est plus nécessaire. D'autres détails subtils montrent également la routine qui s'est installée entre les deux. Le fait que Jean-Phi raccroche le rideau sans broncher laisse entendre que c'est un geste régulier, de même que les 2 tisanes préparées avant de dormir. Tout se passe sans aucune communication, tout devient automatique, à tel point que Sophie est étonnée lorsque Jean-Phi lui demande si elle dort à droite ou à gauche, comme s'ils ne dormaient pas ensemble toutes les nuits. Non, puis en plus, c'est un modèle d'urbanisme aberrant, quoi, tu vois. Après, c'est l'inverse du modèle qu'on nous vend actuellement, c'est-à-dire chacun veut sa maison individuelle. D'ailleurs, Sarkozy s'est fait élire là-dessus. Le seul modèle durable, c'est la densité. C'est répartir le plus de monde possible sur les petites surfaces possibles. Ce que le film montre, c'est qu'entrer en relation durable avec quelqu'un, c'est l'accepter dans son monde, le laisser assister à notre intimité. Cela signifie apprendre à aimer ces petites bizarreries, comme l'obsession de Jean-Phi avec les enduits qui, selon lui provoquent des maux de crâne, ou simplement se familiariser avec le corps de l'autre. Cette idée est appuyée par le fait que la nudité est complètement désexualisée. Elle fait partie du quotidien lorsque Sophie se change devant Jean-Phi en continuant leur conversation, ou lorsqu'elle part faire pipi à plusieurs reprises dans le film en laissant la porte ouverte. Il n'y a plus de gêne, plus de tabou, plus de secret. On pourrait croire qu'un corps que l'on connaît par cœur finit par nous lasser, nous dégoûter, comme lorsque Jean-Phi dit « c'est horrible » en voyant la brûlure dans le bas du dos de Sophie, mais c'est simplement de l'honnêteté à ces scènes qui montrent leur intimité, le fait qu'ils sont sans filtre l'un envers l'autre. Avec le temps, le secret que renferme le corps de l'autre, au début de la relation, est remplacé par le confort et le réconfort qu'il finit par apporter. La jalousie présente dans les relations amoureuses est également représentée, à la fois du côté de Jean-Phi et de celui de Sophie. Jean-Phi est jaloux à plusieurs reprises des hommes qui tentent de séduire Sophie, que ce soit le responsable de l'hôtel qui applique de l'anti-moustique sur ses bras, les 2 hommes qui la portent pour descendre du volcan, ou encore son ex-compagnon lorsqu'il est évoqué. La jalousie de Sophie est manifeste pendant toute la première partie du film, car elle ne voulait initialement pas partir en Italie, prétextant que Jean-Phi y était allé avec toutes ses ex. Cela montre aussi la volonté que nous avons en amour de vouloir être singulier, unique. Le supposé dysfonctionnement du couple est montré dès leur arrivée en Italie. Devant l'aéroport, les deux partent dans des directions opposées, avant que Sophie ne fasse demi-tour et suive Jean-Phi. Il y a également un débat entre les deux au moment de réserver un scooter. Sophie veut en faire à 2, tandis que Jean-Phi veut un scooter chacun. Il lui dit « Mais souvent, les choses, quand tu les fais à 2, tu préférerais être tout seul, et quand tu les fais tout seul, tu préfères être à 2. Cela traduit le fait qu'être en couple nous fait logiquement perdre un peu de liberté. Mais pour s'engager, il faut parfois sacrifier cette petite part de liberté au profit des bienfaits qu'apporte le couple, comme la confiance en l'autre et le soutien puissant qu'il apporte par exemple. Au fil du film, ils vont de plus en plus être représentés regardant dans la même direction, que ce soit en conduisant un scooter ou en observant des paysages. Le film montre qu'avec le temps, les regards d'un couple l'un envers l'autre laissent place à un unique regard dirigé vers la même direction. Ce glissement est bien entendu accéléré par l'ajout d'un enfant au foyer, ce qui est le cas dans le film. Leur fils, Raoul, bien que n'apparaissant jamais à l'écran, est constamment présent, que ce soit par le bruit qu'il fait dans l'appartement ou par le vide qu'il crée chez ses parents. Cette représentation est appuyée par la scène de fin où le fils des amis de Sophie et Jean-Phi est littéralement sur les épaules de son père, un geste à la fois attendrissant et contraignant. Voyage en Italie est rythmé par les dynamiques quotidiennes d'un couple, des disputes mineures suivies de réconciliations mineures. Cette situation n'est pas pour autant dramatique, et la morale du film laisse entendre que leur couple n'allait jamais mal. C'est l'idée extraordinaire et parfaite que l'on se fait d'un couple, en partie à cause d'un certain cinéma, qui laisse penser aux gens dans une relation qui est parfois un peu granuleuse que leur couple ne fonctionne pas. Pourtant, il est tout à fait normal d'avoir parfois certains accrochages, et il faut les accepter. De la même manière qu'Ingrid Bergman accepte sa vie à la fin de Stromboli de Rossellini, dont parle Jean-Phi dans le film. C'est une femme qui s'est mariée après la guerre avec un Sicilien. Elle se trouve un peu comme enfermée dans cette vie un peu médiocre pour elle. Et en fait, elle ne supporte pas sa vie. Alors, je sais pas, à la fin, elle gravit le volcan et elle accepte sa vie. Comme je l'ai mentionné dans la première partie, le film possède un côté assez trivial et kitsch, que les personnages n'assument pas vraiment d'aimer. Cela se reflète dans certains éléments du film, tels que l'utilisation de chansons de variété italienne ou d'éléments clichés de l'Italie, comme la musique à la mandoline par exemple. Cela montre aussi le manque d'originalité que nous avons tous lors de l'organisation de nos vacances. Cette idée est illustrée dans ce plan, où le couple finit par être masqué par un jeune couple qui n'est pas au même stade de leur relation, puis par un autre couple à peu près de leur âge. Ils sont décentrés, ce qui accentue l'idée qu'ils ne sont qu'un couple parmi d'autres. Ils font les mêmes choses que tout le monde, séjournent dans les mêmes hôtels, dînent dans les mêmes restaurants, visitent les mêmes sites touristiques, etc. Cette scène ironise sur la réplique de Jean-Phi au tout début du film, lorsqu'il affirme « On n'est pas les gens ». Tout le film montre que nous nous considérons tous comme uniques, mais au final, nous ne sommes pas si différents ni originaux. Nous ne sommes que des humains, après tout. La première scène du film montre Sophie et Jean-Phi en train de discuter dans un transport en commun. On y apprend que leur couple a des problèmes car il bat de l'aile, et les deux ont un désaccord quant à la résolution de ce problème. Jean-Phi pense que pour sauver leur relation, Ce qu'il faut, c'est rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est pas chercher l'extraordinaire ailleurs que dans l'ordinaire.
Sophie répond simplement Non, parce que l'ordinaire n'est pas extraordinaire. Cet échange comporte deux sous-entendus. Le premier est littéral. Il faut régler nos problèmes quotidiens dans des situations quotidiennes et ordinaires, plutôt que de se servir d'une situation extraordinaire, en l'occurrence un voyage à l'étranger, pour résoudre nos problèmes. Car dans ce cas, à notre retour, les problèmes réapparaîtront. La réponse de Sophie sous-entend qu'un voyage est à tenter, car il reste dans le domaine de l'ordinaire. Il n'est pas extraordinaire. Le deuxième sens de ce dialogue pourrait être plus métaphorique, concernant une certaine manière d'appréhender le cinéma. Ici, Jean-Phi pense qu'il faut insérer des éléments extraordinaires dans un récit ordinaire, c'est-à-dire une structure scénarisée, surécrite, dramatique et assez classique du cinéma actuel. Sophie répond qu'il ne s'agit pas d'injecter des éléments dans un récit, mais simplement d'accepter l'ordinaire tel qu'il est, et donc de capter le réel. Cette volonté de capter le réel est présente dès la structure du film. Il ne s'agit pas seulement de montrer un couple en vacances, comme dans un film tel que Before Midnight, issu d'une trilogie que je déteste. Le film cherche également à explorer les moments qui précèdent le départ, comment germe l'idée d'un voyage, la planification de ses vacances qui passe par la demande de conseils à tous ses proches ou la recherche sur internet, puis viennent les vacances elles-mêmes, et enfin, après 1 heure de film, il y a une ellipse abrupte. La qualité de l'image change car on passe d'un format numérique à un format de pellicule en 35 mm. On se retrouve des mois après les vacances, les personnages sont au lit, se remémorant et enregistrant les souvenirs qu'ils ont vécus. L'histoire semble se dérouler de manière aléatoire, au gré des événements imprévus provoqués par une balade en ville par exemple, comme dans la vraie vie. C'est une volonté de la réalisatrice qui a déclaré vouloir aller à l'encontre de la structure narrative dominante, remplie d'événements dramatiques et de leur résolution. Ça change rien. Si tu rentres et puis après ça recommence comme avant, c'est pas... Ça change rien. Non mais attends, tu comprends rien en fait. Tu vas pas me faire la gueule là, on était bien. Non mais voilà, on était bien, donc c'est bien la preuve que... Ça y est, tu me refais la gueule. Je vais faire un... En regardant Voyage en Italie, on pourrait croire que la réalisatrice a simplement filmé ses vacances avec énormément d'improvisation. On peut avoir l'impression assez naïve qu'elle a simplement posé sa caméra devant du réel pour en faire un film naturaliste, mais pas du tout. Sophie le tourneur utilise énormément de techniques complexes pour faire en sorte que le film ressemble à quelque chose de simple, à commencer par son processus de fabrication. Il y a une dimension autobiographique dans ce film, car l'idée lui vient d'un voyage en Italie fait en 2016 avec son vrai mari. Ce voyage est suivi de plusieurs enregistrements audio de Sophie et son mari, se remémorant les vacances quelques mois après, exactement comme dans la dernière partie du film. Après ces enregistrements audio, le tourneur en tire un scénario qui est répété plusieurs fois avec d'autres personnes jusqu'à trouver les dialogues parfaits. Des répétitions sont ensuite filmées et montées. Puis, pendant le tournage, les deux acteurs jouent avec une oreillette à la manière de certains films de Godard, mais qui ici retransmettent les enregistrements audio de la répétition. Cela explique donc peut-être la volonté d'avoir choisi Philippe Catherine en raison de ses talents de musicien, car là, il ne s'agit pas de jouer comme les acteurs en ont l'habitude, mais de retranscrire presque à la note près les enregistrements audio. Il n'y a aucune improvisation dans le film, cette impression de liberté est donc voulue et est fausse. C'est une sorte de désordre, de chaos organisé. On est obligé ici de penser à Robert Bresson, qui se désignait plus comme metteur en ordre que metteur en scène. Il est important de noter que la réalisatrice appelle ces enregistrements audio de la matière sonore. Le fait que le tourneur n'ait pas de formation en audiovisuel mais en art plastique se ressent dans tous ses films. Cela se traduit par son approche du montage vidéo comme de la matière, comme quelque chose de sensoriel. Le tourneur fabrique ses films davantage comme un peintre crée un tableau que comme les autres réalisateurs font leurs films. C'est pourquoi ces films ne ressemblent pas à grand chose d'autre aujourd'hui. Elle laisse donc une place aux accidents dans le montage, aux éléments non calculés, mais ressentis. Le montage artisanal de son film peut être mis en parallèle avec les films de vacances que nous avons tous réalisés pour conserver des souvenirs. Cela est appuyé par le générique au tout début du film, qui présente un diaporama de photos de plusieurs couples, également en vacances en Italie. Ce côté ultra réaliste est également renforcé grâce au travail de l'image, filmé pour être hyper réaliste. Sophie le tourneur a ajouté énormément de netteté en post-production à des images déjà tournées dans des conditions d'éclairage naturel, avec une profondeur de champ importante. Les conditions de tournage étaient calculées et préparées pour respecter un budget serré, mais aussi pour que le tournage ne prenne pas le pas sur la vie. Il me semble par exemple qu'aucune rue n'a été bloquée pour filmer à l'intérieur, mais des moyens artisanaux ont plutôt été trouvés pour faire face à ces contraintes. Par exemple, une caméra avec une longue focale a été utilisée pour filmer Sophie dans la rue, similaire à la façon dont on va filmer des caméras cachées. Les acteurs se sont mis en conditions réelles pendant tout le tournage, car dès leur départ de France à la gare du Nord, ils ont commencé à tourner, puis dans l'avion, et tout au long du voyage en Italie. Cette manière de faire renforce le sentiment qu'il n'y a pas forcément de rupture entre le tournage du film et la vie réelle. Cette dimension presque documentaire est renforcée par d'autres détails. Par exemple, l'appartement du couple dans le film est en réalité celui de le tourneur dans la vraie vie. Les acteurs portent leurs propres vêtements et leur façon de parler est réaliste, parfois incorrecte grammaticalement. Les dialogues paraissent parfois creux mais basiques pour coller à la réalité. De plus, on peut noter la présence importante de zoom, qui rappelle le style du cinéma de Hong Sang-soo, un réalisateur que j'adore, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur l'un de ses films vous intéresserait. Il y a également une place importante qui est laissée aux acteurs amateurs, comme des commerçants locaux qui jouent leur propre rôle par exemple. Sophie le tourneur préfère parfois utiliser des acteurs amateurs car ils n'ont aucun intérêt à jouer, n'essaient pas de vendre quelque chose et donc jouent souvent de manière plus juste. Pour les deux acteurs professionnels du film, qui ne sont pas vraiment des acteurs de métier, puisque le tourneur et réalisatrice est Catherine
Catherine musicien, il y avait la volonté de montrer des corps ordinaires, en dehors des critères de beauté inatteignables. Le tourneur explique qu'elle a décidé de jouer son propre rôle car elle ne voulait pas d'une actrice qui cherchait à se mettre en valeur, ce qui est difficile en raison de toutes les injonctions à la beauté imposées aux femmes. Le tourneur désirait ça car le film traite de ce que devient le corps de l'autre dans le couple. Pour conclure, la toute dernière réplique de Voyage en Italie résume parfaitement et simplement l'essence du film. En rentrant à Paris, Sophie et Jean-Phi croisent un couple d'amis qui leur montrent des photos de leurs vacances, jusqu'à ce qu'apparaisse une photo du corps d'un enfant conservé et embaumé dans un cercueil, probablement depuis la Renaissance. Sophie s'interroge sur le processus de conservation en disant Mais attends, je comprends pas comment son visage il est resté. et son ami répond simplement Et bah, ils font des techniques en fait, ils font des techniques. À l'image de tout le film, ce qui semble être un détail, quelque chose de simple et anodin, est en réalité une mise en abîme de tout le cinéma de Sophie Le Tourneur. Elle aussi, pour conserver le réel, Sophie utilise des techniques. Avec cet élément presque trouvé de manière aléatoire lors des répétitions, Sophie Le Tourneur montre qu'elle est une grande réalisatrice et artiste, car elle parvient, grâce à sa sensibilité, à capturer le réel à travers les accidents et les imprévus propres à la vie. Voilà, c'était ma vidéo sur Voyage en Italie, un film qui n'est plus en salle, donc je pense que cette vidéo intéressera peut-être moins de monde puisqu'elle n'est pas forcément sur un film d'actualité, mais je tiens à vous dire quand même qu'il vient de sortir en DVD et également sur les plateformes de VOD, donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille si vous l'avez pas compris. Je tenais à vous remercier pour l'accueil qui a été réservé à la première vidéo, qui a dépassé le millier de vues, je m'attendais pas du tout à ça pour une première vidéo sans vraiment de référencement ailleurs, c'est plutôt cool, donc je vous remercie. Comme je bosse à côté, je suis pas à plein temps sur internet, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour garder un rythme régulier. Mais tout ce que je peux promettre, c'est au moins une vidéo par mois, voire une fois toutes les 2 semaines si j'y arrive, mais c'est pas dit encore. Et je pense mélanger, si j'arrive à faire 2 films par mois, un film qui me tient à cœur et un film d'actualité pour que vous puissiez quand même aller le voir en salle si possible. Je pense par exemple à la fin d'année où il y a des blockbusters qui vont sortir et ça va permettre peut-être de les défoncer ou les encenser. Peut-être plus la première option. Enfin bref, on verra. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir les prochaines, le pouce bleu, tous les trucs classiques de YouTube, un commentaire si vous voulez discuter, ou me suivre sur Letterboxd et tous les autres réseaux sociaux si vous voulez voir des critiques ou mes avis sur les films. Voilà, salut!